L'actualité de ce jeudi 22 septembre 2022. À la une ce soir, désormais, navigation et toute autre activité proscrite sur la rivière d'Indé à Douala. Une décision du préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, explique qu'elle est devenue un foyer de nombreuses activités illégales. La Sonara éponge sa dette auprès d'un de ses créanciers. Il est évalué à près de 200 milliards de francs CFA. Une convention de restructuration et de remboursement de la dette signée ce jour à Yaoundé. Les discordes au sein de la famille de Françoise Phoning, ses enfants ne s'entendent pas sur l'organisation du prix de l'excellence et de la fondation qui porte le nom de leur défunte mère. Les vérités à suivre dans cette édition. Et les Lions indomptables affrontent l'Ouzbékistan ce vendredi en amical. Une rencontre qui se jouera à Séoul sans son attaquant vedette Karl Toko Ekambi. Les raisons à suivre au bas de ce journal. Voilà pour les titres. La navigation et les activités sur la rivière d'Indé désormais interdites. Le préfet du département du Vouri, dans son communiqué, présente ce bras mort du fleuve comme lieu de passage de brigands et autres malfrats, en plus du trafic du bois. Voyons cela avec David Sandio et Thierry Nana. La Dindé, rivière située à l'entrée est de la ville de Douala, est l'un des bras morts du fleuve Vouri. Apparemment tranquille, elle n'est pas loin des eaux troubles, au regard du trafic du bois, bambou de Chine, du carburant et même des produits venus des pays voisins. Le pont et la rivière servent de refuge pour les brigands, au dit des riverains. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les cours d'eau parce qu'avant, on prenait les pirogues pour aller casser les maisons la nuit. Pas la pirogue là, et on cassait les maisons, on passait par l'eau pour aller avec. Il n'y a pas l'issue, comment les poursuivre parce qu'il n'y a pas l'accessibilité pour les suivre. La zone où nous vivons, on n'a pas la lumière. Nous sommes ici en bas. Si nous montons en haut là le soir à 18h, tout le monde qui est en haut ne peut pas nous voir parce que nous n'avons pas de lumière. Nous, le banane ne marche pas depuis que ce pont est en marche. Le préfet du département du Vouri vient d'interdire la navigation et toute activité sur la rivière. Question de garder les environs en sécurité, mais les riverains trouvent le problème ailleurs. L'exploitation de bois que je vois au bord là, avec l'exploitation de piquets là, nous, riverains du quartier, on n'a pas de problème avec eux, ça ne nous infecte pas. À base de cette eau, on parlait au Nigeria. Jusqu'avant, moi-même, j'avais fait le tourisme, je me suis arrivé au Cap, je suis arrivé à Yo-Yo, en passant par ici. Il faut que les notes soient suivies, et suivies avec des exigences et des sanctions, tout ça. Quand c'est une continuité, pour qu'après, sur ta note, après on abandonne. Aux abords de la Dindé, de nombreux véhicules abandonnés servent de cachette pour des malfrats. La mairie a même, en plus des croix de Saint-André, précisé la dangerosité des lieux. On peut lire sur ce véhicule, ici la cachette des brigands. Au bord là, il y a les vieilles voitures là, garées depuis des années là. À chaque fois, on n'enlève pas. Et ces vieilles voitures, qu'on se cache derrière ça pour agresser la population. Si vous allez un peu plus tôt par devant là, vous allez voir qu'il y a les camions garés là. La commune ne fait pas son travail. Donc après on met la croix rouge 24 heures, 24 devient 5 ans, 10 ans. La Dindé et le flux d'activités non réglementées, cela, le préfet du département du Vouri n'en veut plus. Et au quartier Ndokpassi, le torchon brûle entre le chef du quartier et certains habitants. Ces derniers lui reprochent la vente des terrains au profit des pots de vin, des accusations qu'il rejette en bloc. Les détails avec Samuel Baïha. Une rencontre matinale où les émotions se démêlent, des gestes et les réactions vives. Tous veulent en découdre avec le chef du quartier Ndokbati à Douala. Tout le monde doit se retrouver sur les choses. Vous avez suivi. On doit le faire partir. On doit faire une sit-in sur lui, jour et nuit. Vous dites pourquoi le Cameroun, comment ça, ce que ce chef-ci ne nous sert à rien. Nous avons même déjà engagé les démarches pour qu'il soit destitué. Je ne sais pas ce que les autorités attendent. À l'idée de penser que son autorité est contestée,
Le chef du quartier Ndokbati reste longtemps la bouche grande ouverte et quelques grains de cheveux poussent sur son crâne nu. Mon autorité est contestée, on pourrait le penser, mais je dis non. Parce qu'il y a un mensonge qui est fait. Et de ce mensonge découle tout le reste. C'est le clash entre le chef et les membres de ce collectif. Il l'accuse d'avoir bradé à la famille Lognik, terrain et maison de Ndokbati contre des pots de vin. Il y a des années, 3 ans derrière, 4 ans derrière, ce même chef était contre les Lognik. Mais aujourd'hui, je pense que comme l'argent est entré, il est du côté des Lognik. Là, le chef sourcille juste avant de lâcher Kouroussé. Quand ils disent que j'ai reçu l'argent, mais c'est de la foutaise. C'est un argent, mais ils sont malheureux. Ils sont très malheureux. Depuis son installation en 2014, la double nationalité du chef n'a échappé à personne. Aujourd'hui, ces hommes semblent l'avoir banni. Nous croyons que le chef, il se comporte comme ça seulement parce qu'il n'est pas camerounais. Parce qu'il faut noter en effet que ce chef a une carte de résidence française. Tous contre un. Le chef de Ndokbati est motivé à faire entendre sa voix. Tous ceux qui parlent, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce quartier? Rien du tout, rien du tout, rien. Je mets au défi qu'on me montre un seul, qu'il lève le doigt disant qu'il a fait quelque chose. Dans l'actualité également, la Société nationale de raffinage se met à jour de son créancier. Elle a soldé sa dette de près de 200 milliards de francs CFA auprès de Vitol. Le ministre des Finances a procédé à la signature de la convention de restructuration et de remboursement de la dette ce jour à Yaoundé. Les précisions avec Mariam Mazou et Serge Alain-Zévo. D'un montant de 185 milliards de francs CFA, la dette de la Société nationale de raffinage auprès de la société Vitol vient d'être remboursée par l'État du Cameroun via le ministère des Finances après 3 ans et demi de négociations. La convention de restructuration et de remboursement de cette dette est paraphée ce jeudi 22 septembre 2022 à Yaoundé en présence des différentes parties prenantes. L'intervention rapide de l'État et la prise en main de la renégociation et surtout la mise en place du mécanisme de repaiement a été extrêmement bien perçue par nous, bien évidemment, puisque nous sommes partie prenante, mais aussi par la communauté financière. Et je crois que ça contribue beaucoup à la confiance que le pays retrouve auprès des investisseurs étrangers. L'incendie survenu le 31 mai 2019 à la Sonara a occasionné l'arrêt des activités de cette structure et a ralenti considérablement ses capacités à honorer ses engagements. La signature de convention de ce jour marque le parachèvement du processus de restriction et de remboursement de dettes de la Sonara engagé depuis 2020. Cette restructuration de la dette va restaurer la confiance avec divers partenaires de la Sonara et améliorer également le rating de notre pays sur des places financières. À travers cette signature, il y a un rétablissement de la confiance et nous pensons que ces traders vont nous accompagner également dans les travaux de reconstruction de la Sonara. Le ministre des Finances, Paul Motazé, profite de cette occasion pour annoncer la signature de 3 autres accords dans les jours à venir pour faciliter la reconstruction de la raffinerie de pétrole de l'État à Limbé. Et autre événement important à Yaoundé, les projets financés par la BAD en évaluation. Le gouvernement et les responsables de cette institution bancaire se sont réunis pour déceler les problèmes liés au non-respect des délais d'exécution des 10 projets. Voici les précisions de Janice Kamga et Constant Kamga. En exposé, la situation du portefeuille actif au 15 septembre 2022. De bons points, avec une vingtaine d'opérations financées par la Banque africaine de développement, soit un total de 1300 milliards de francs CFA environ. Mais aussi des bémols, 35% seulement de projets satisfaisants, des taux d'exécution faibles et certains chantiers à l'arrêt. Cette performance cache en réalité plusieurs difficultés. Tant que nous mettons à signer les accords des projets approuvés par le conseil d'administration de la BAD, le temps que nous mettons à passer des marchés, nous voyons qu'au Cameroun, nous prenons trop de temps sur la passation des marchés. Les procédures d'indemnisation. Au Cameroun, la banque note par exemple que le temps mis à signer les accords des projets approuvés par le conseil d'administration est de 17 mois, alors que la moyenne recommandée est de 7 mois.
À cela s'ajoute un délai d'exécution des projets moyens de 7 ans au lieu de 5 ans. Raccourcir les délais est donc au cœur de la nouvelle génération de projets développés par l'institution. Cette stratégie va prendre en compte justement cette dimension d'accélération de l'exécution des opérations, cette dimension d'être pointu sur les orientations stratégiques du gouvernement pour nous permettre d'avoir plus d'impact. Pour y arriver, les ressources devront être utilisées de façon efficiente et efficace afin qu'à la clé, les projets structurants engagés contribuent au bien-être des populations. Prêcher les valeurs citoyennes pour limiter les violences en milieu scolaire, c'est l'objectif de l'Agence de service civique national de participation au développement en cette nouvelle année scolaire. Elle a engagé depuis ce matin dans des établissements scolaires de Yaoundé une vaste campagne de sensibilisation sur les dangers de la consommation de la drogue. Maria Mazou, Corinne Tonga et Constant Kamga. Sortez, c'est tous les soirs le poignard. Je vous tue. Face à moi. Témoignage de violence poignant du principal du collège scolaire Nyona, par ailleurs victime d'agression au sein de son établissement le 6 avril dernier. Un traumatisme qui l'a marqué à vie et dont il n'aimerait voir personne d'autre en subir. La violence n'apporte aucun gain dans la société. Plutôt ça détruit. Ils sont environ 500 élèves ici, au lycée bilingue technique de Colbisson, sensibilisés ce 21 septembre par l'Agence du service civique national sur les conséquences néfastes de la drogue et les violences en milieu scolaire. Il faudrait que tous les partenaires, que ce soit les parents, que ce soit les ONG, que ce soit le gouvernement, qui a toujours fait beaucoup, continuent à œuvrer pour que la lutte contre la violence en milieu scolaire soit effective. Il était de bon temps que les parents que nous sommes, que l'administration, la communauté éducative se pensent sur ce sujet. Causeries éducatives, sketchs, mais surtout des témoignages permettent à ces jeunes élèves d'être mieux édifiés sur ce phénomène. Le message que nous voulons lancer à l'endroit des acteurs du système éducatif, c'est que l'école doit redevenir ce milieu qui doit distiller le savoir-faire, le savoir-être, bref, les compétences de vie courante pour que nous ayons des citoyens responsables, patriotes, sur qui le Cameroun peut compter pour son devenir et son développement. La symbolique ici, c'est sensibiliser les parents, sensibiliser les élèves eux-mêmes sur cette prise de conscience. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans la lutte contre les violences et la consommation de drogue en milieu scolaire que mène le service de l'Agence civique nationale au quotidien. Il est soutenu dans ce combat par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et je vous l'annonçais en titre, querelle au sein de la famille de la regrettée Françoise Phoning. Une supposée guerre sur l'héritage du feu maire de Douala 5e alimente les débats. L'un de ses fils conteste l'organisation du prix de l'excellence Phoning ainsi que la fondation qu'il qualifie d'escroquerie de la part de ses frères et sœurs. Ces derniers, face à ces accusations, ont tenu à faire la lumière sur la question au cours d'un point de presse à Yaoundé. On voit cela avec Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault. Nous allons donc dire désormais qui est qui et qui fait quoi dans la succession. C'est une affaire de linge sale que l'un des fils de Françoise Phoning, d'heureuse mémoire, contraint toute la famille à laver sur la place publique. Dans une communication récente, Salomon Tsobni, fils aîné de l'ancienne maire de Douala 5e décédée en 2015, conteste la légitimité de la Fondation Françoise Phoning Internationale au même moment qu'il fustige le prix de l'excellence Phoning initié par sa sœur cadette que voici. L'idée nous est venue, à travers ce prix, d'honorer une fois de plus la mémoire de cette icône camerounaise, tout en soutenant l'entrepreneuriat femme et jeune, comme elle le faisait elle-même de son vivant. Nous n'avons donc engagé aucune action d'escroquerie ou d'arnaque auprès de quiconque que ce soit, comme l'a écrit notre grand frère Salomon Tsobni. Pour le plaignant qui dit avoir été exclu de toutes les prises de décision, la fondation n'est rien d'autre qu'une escroquerie organisée par ses frères et sœurs. Des déclarations abondamment relayées qui amènent le camp de la succession à sortir de sa réserve. L'un des fils, par ailleurs, président de la fondation querellée depuis les États-Unis, revient sur le contexte de création, la légalité
ainsi que les objectifs de la Fondation Phoning. La Fondation Françoise Phoning International est une organisation américaine à but non lucratif située à Vancouver, Washington, et a été fondée en consultation avec la majorité des membres de la famille. Le siège social international de la Fondation est basé aux États-Unis parce que c'est là que je vis et ma mère faisait beaucoup d'affaires aux États-Unis d'Amérique. Notre objectif est d'impliquer tous mes frères et sœurs dans le travail de la Fondation et de soutenir les initiatives de tous mes frères et sœurs qui honorent l'héritage de ma mère. Quant à la succession, la chefferie traditionnelle met fin au débat à travers cette note signée du chef supérieur Johnny Balin III, qui reconnaît comme héritière Rosine Imele Phoning. Notre grand frère est certes co-héritier et même l'un des co-administrateurs de la succession Françoise Phoning, mais il ne saurait se prévaloir d'être porte-parole ou chef de famille de la dite famille aux successions. Il n'en a pas qualité. Il n'y aurait donc pas de guerre entre les enfants de Françoise Phoning, mais de simples différends, comme on en trouve dans la plupart des familles. La voiture est pour beaucoup un moyen indispensable pour aller soit au travail, en balade ou faire des courses. À l'occasion de la journée mondiale sans voiture célébrée ce jour, nous vous posons la question ce soir. Pouvez-vous vous en passer? Voici les réponses dans cet élément de Muriel Aminanga et Samuel Ebakissé. Difficile pour Cornélie, fidèle utilisatrice de transport en commun, de parcourir une distance aussi moindre soit-elle, sans emprunter un taxi. Tous mes trajets, je prends le taxi, parce que je ne peux pas aller à pied. Un avis que certains automobilistes ne partagent pas. Pour eux, il faut préconiser la marche pour protéger l'environnement. Dans la mesure du possible, on utilise la voiture, sinon on va à pied. Et c'est toujours avec plaisir que moi je vais à pied. Sur 7 jours, vous utilisez votre voiture combien de fois? 3 jours. 3 jours sur 7. Oui. Le reste des jours, je vais à pied ou à vélo. Mais avec une importation de 40 000 voitures d'occasion par an au Cameroun, selon des experts, difficile de ne pas polluer l'air. Du coup, pour cet environnementaliste, cette journée mondiale sans voiture devrait être davantage valorisée. Des recommandations au moins deux. La première, c'est de concrétiser, n'est-ce pas, la célébration de cette journée ici au Cameroun, notamment dans les grandes métropoles où la mobilité urbaine est très critique. Et la deuxième, c'est de penser comment refonder le système automobile pour que l'Afrique et le Cameroun en particulier ne reçoivent plus en termes de véhicules ce qu'on pourrait qualifier de poubelles. Des recommandations qui, selon elle, devrait être mise en application le plus tôt pour éviter une catastrophe environnementale. En santé, de nouvelles prouesses des médecins camerounais. Ils viennent de réaliser avec succès 4 opérations du cœur à l'hôpital général de Yaoundé. Il s'agit précisément des interventions mini-invasives sur des patients actuellement en observation. Les détails avec Karel Mezachachoya et Samuel Ebakissé. Notre fille. Elle souffrait d'une cardiopathie congénitale appelée persistance de canal artériel. Une maladie qui se manifeste sur le plan clinique par des difficultés et infections respiratoires à répétition et une non-prise de poids malgré une alimentation normale. Affection arrachée du cœur de cette fillette âgée de 19 mois. De quoi soulager ses souffrances, celle de sa maman aussi. Elle mangeait déjà bien. Dans la salle voisine, Jacques Penda, que nous surprenons en plein mouvement sur son lit d'hôpital, s'adapte peu à peu à la prothèse qui pompe désormais le sang dans son organisme. Moi, j'avais particulièrement 2 cas au niveau du cœur. L'autre a nécessité une prothèse et l'autre a nécessité le savoir-faire de ces grands hommes et femmes qui sont là. Des experts de la santé camerounaise qui ont mené des interventions chirurgicales cardiaques, mini-invasives ou à cœur fermé et celles à cœur ouvert sur 4 patients au total. Une équipe médicale et technique mobilisée ici à l'hôpital général de Yaoundé. Une équipe bien formée et dans cette équipe, il y a un expert qui joue le rôle de chef d'orchestre, qui est également camerounais, qui est avec nous, qui est enseignant à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Bonne nouvelle, même si l'opération, bien que plus coûteuse à l'extérieur, n'est pas donnée. Elle peut coûter environ
3 500 000 francs CFA si on met une prothèse, mais à l'extérieur, c'est des interventions qui coûtent entre 30 millions et 40 millions francs CFA. L'intérêt de se faire opérer du cœur au pays décliné. La ressource humaine telle que présentée sur place manque le moins. Nous avons suffisamment d'éléments qui peuvent, comme vous avez vu, réaliser de telles interventions avec des résultats excellents. Les interventions en question ont eu lieu les 16 et 17 septembre 2022. D'autres sont annoncées. Les ravages du choléra placent le Cameroun sous alerte rouge et les barrières épidémiologiques sont levées. Et pour comprendre la résurgence de cette maladie, nous recevons sur ce plateau Mireille Flore des Fofotso. Bonsoir Mireille, est-ce que vous pouvez nous situer sur les chiffres actuels au Cameroun ? Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Nous savons tous que le Cameroun est en épidémie de choléra depuis le 27 octobre 2021. La situation épidémiologique fait état de 4 régions en épidémie active, à savoir les régions du centre, est, littoral et ouest, avec 16 districts de santé encore actifs sur les 48 touchés. L'on avait alors notifié 10 535 cas et 204 décès, soit une létalité de 1,9%. Alors comment comprendre, parce qu'il y a encore il existe toujours des postes de résistance, comment comprendre cette résistance du vibrion cholérique en zone urbaine, à l'instar de la ville de Douala ? Alain Ghislain Kanga, plusieurs experts s'accordent à dire qu'il existe un lien étroit entre la transmission du choléra et un accès inadapté à l'eau potable et des mesures d'assainissement. Typiquement, les endroits à risque comprennent des prisons et des camps pour personnes déplacées. Dans le littoral, la persistance du choléra à Douala se justifie par le fait que cette ville est cosmopolite, présente à la fois un visage urbain, mais aussi des quartiers précaires et des marécages. Avec son relief bas et côtier, le non-respect des règles d'hygiène, la non-utilisation des toilettes adéquates, la promiscuité observée, des mesures d'évacuation des excrétas, certaines pratiques culturelles, la vente des denrées alimentaires de manière non régulée et les insuffisances d'approvisionnement en eau potable sont là. Quelques raisons favorisent la persistance du choléra dans la ville de Douala, notamment dans la région du littoral. Un autre élément qui favorise la persistance du choléra, c'est la sous-détection des cas et la prise en charge par des membres des familles ou des services inadéquats des cas. On a également la faible couverture vaccinale, la tolérance administrative. Voilà autant d'éléments qui font en sorte que le choléra continue de sévir au Cameroun. Alors, Mireille Flore, avant de se séparer, peut-être un bref rappel sur les signes de contamination et l'attitude à avoir. Alain Ghislain Kanga, je suppose que tout le monde sait ce que c'est que le choléra, mais comme on le dit généralement, la répétition est la base de toute pédagogie. Je vais revenir sur la définition du choléra. Alors, le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée au bacille vibrio cholérique. Cette maladie est extrêmement virulente et touche aussi bien les enfants que les adultes. Les symptômes apparaissent quelques heures après la contamination lorsque c'est tôt et 5 jours après la contamination lorsqu'elles apparaissent plus tard. Et c'est quoi ces symptômes-là? Ce sont des diarrhées abondantes et liquides avec ou sans vomissement, le tout entraînant entre autres une déshydratation sévère pouvant aboutir à la mort quelques heures si aucun traitement adéquat n'est initié.
Merci beaucoup Mireille Flore des Fofotso et je vous souhaite de passer une excellente soirée. La suite de ce journal, c'est en sport avec les Lions indomptables qui ont rendez-vous demain vendredi avec l'Ouzbékistan en match amical dans le cadre des préparatifs du mondial Qatar 2022. L'équipe est presque au complet à Séoul. Rigobertson devra faire son Toko Ekambi. Les dernières nouvelles de la tanière avec Marc Chouamou et Calvin Tekam. Il faudra se lever très tôt ce vendredi matin pour ne pas louper le premier match amical des Lions indomptables dans cette période de FIFA. 7 heures, c'est l'heure du coup d'envoi de Cameroun-Ouzbékistan au Goyang Stadium de Séoul, en Corée du Sud. Pour cette première sortie, Rigobertson a la quasi-totalité de son effectif. Le grand absent se nomme Kal Toko Ekambi, le héros de la qualification à Blida, blessé en club avec l'Olympique lyonnais. C'est l'occasion pour d'autres joueurs de gagner des points à l'instar de Brian Mbeumo, l'attaquant de Brentford en Angleterre, qui fait ses premiers pas dans la tanière. Je suis content d'avoir rejoint mes coéquipiers. Ensemble, nous nous préparons sereinement pour le match. Nous allons donner le meilleur pour livrer une belle rencontre. La préparation de cette rencontre face aux Ouzbeks a été marquée par l'arrivée tardive des joueurs, due à la durée du voyage, vu le trajet. Les mises en place tactiques avec tout le groupe n'ont eu lieu que ce jeudi matin. Rigobertson va donner du temps de jeu aux joueurs qui ne se sont pas encore montrés en sélection. On pourrait aussi noter les retours dans le 11 entrant des vieux briscards, Nicolas Nkoulou et Georges Mandjek. Cameroun-Ouzbékistan, c'est ce vendredi à 7h au Goyang Stadium de Séoul. En restant en football avec la Panthère sportive du Ndé, relégué en Elite 2, le club du département du Ndé subit la sanction de la commission fédérale d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football. Celle-ci a également suspendu le président du club pour 5 ans. Les détails avec Marc Chouamou, une fois de plus, et Abraham Sarr. Coup de tonnerre dans le ciel de Baganté. La Panthère sportive du Ndé est reléguée en 2e division. Son président Jules-François Famawa et le coach Paul Blaise Mbela sont interdits d'activités liées au football pour les 5 prochaines années. Une mauvaise nouvelle qui intervient seulement 5 jours après l'Assemblée générale ordinaire de la Panthère sportive du Ndé. Elle provient de la Commission fédérale d'homologation et des disciplines. Une nouvelle qui a du mal à passer auprès des supporters. Sont frustrés déjà que vraiment ça ne donne plus, on n'arrive même plus à bien manger. Parce qu'une équipe comme ça, là, avec tout le recrutement que nous avons fait cette année-là, nous sommes sûrs d'aller plus haut. Nous sommes sûrs d'être champions, nous sommes même déjà champions. Donc on a pris une nouvelle vraiment qui nous a choqués tous. On est en train de dire que la Panthère a corrompu, certains joueurs de la Panthère a corrompu, mais nous ne sommes pas encore sûrs. Nous savons bien que nous avons les supporters et nous avons un président très responsable. Et il n'est pas capable de faire ce genre de gestes. Selon la sentence numéro 057 de la Commission fédérale d'homologation des disciplines de la FECAFOOT, Jules-François Famawa, PCA de la Panthère sportive du Ndé, l'entraîneur et 2 autres joueurs écopent respectivement de 5 et 2 ans d'interdiction d'exercer dans le monde du football au Cameroun. Ils sont reconnus coupables de manipulation de match. Une décision que certains anciens dirigeants du club jugent prématurée. La commission a fait son travail. Nous sommes en train de nous préparer à faire appel. J'espère qu'au cours de cet appel, on verra les preuves. Parce que vous ne pouvez pas porter plainte pour corruption et vous tenez compte seulement des petits papiers qu'on vous a donnés ou bien des images. Reste à savoir si Zumanto va pouvoir se relever de ce gros coup asséné à quelques jours du début de saison. Du sport pour les forces de l'ordre, quelques clichés du tournoi pluridisciplinaire qui oppose les unités de la 2e région de gendarmerie. Les meilleurs participeront à la Coupe du CED en novembre prochain, un moment d'émulation saine et d'esprit de camaraderie vécu par Aimé Catherine Moukouri et Thierry Nana. Handball, football, volleyball et basketball, ils ont troqué les uniformes pour les tenues de sport le temps d'un tournoi. Sur l'aire de jeu, les différentes unités de la 2e région de gendarmerie s'affrontent amicalement. Succession de rencontres et de bons moments dans l'ambiance sportive. C'est une belle partie qui s'est âprement disputée. Les deux
Les deux équipes étaient bonnes et regorgent beaucoup de talent au profit de la gendarmerie nationale. Donc même si notre équipe a gagné, nous respectons nos adversaires qui n'ont pas démérité, car parmi eux il y a de très bons joueurs. Le groupement territorial de la gendarmerie du Vouri, la sélection des états-majors de la 2e région de gendarmerie sont en pole position. L'objectif est de préparer la Coupe CED 2022, mais aussi de promouvoir la cohésion et l'esprit de camaraderie. Cependant, il est question d'avoir les qualifiés pour la prochaine étape compétitive. La prochaine étape sera les quarts de finale contre la 5e région de gendarmerie. Le 5 novembre, l'aller ici à Douala, le retour à Bafoussam. Pour le général Ekongwese Divine, commandant de la 2e région de gendarmerie, il sera question d'aller à la pêche, au breloque et au trophée. Je suis très satisfait, les équipes ont bien joué et avec un esprit de fair play et nous avons atteint notre objectif de cohésion. Et je pense bien que comme nous allons continuer avec la prochaine étape, ça sera avec beaucoup d'engouement, beaucoup de rigueur dans le jeu et puis j'espère bien qu'on va ramener tous les trophées. Pour les remporter, ces trophées, il faudra donc aller au combat dans l'esprit de camaraderie. Et le reste de l'actualité à l'international dans Escalmande, signé Lille Piediou et Calvin Tekam. Le gouvernement de transition en Guinée s'est livré à une charge très violente contre le président en exercice de la CEDEAO, peu avant un sommet de cette organisation, dénonçant ses propos tenus comme une honte et l'accusant de pratiquer une diplomatie de guignol. Le mensonge grossier et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. Nous ne voulons pas porter cette honte, c'est pourquoi le temps est venu de dire ce qui a été dit en Guinée et qui est archi faux et décousu de tout sens. Ce dont il a été question dans les échanges est le contenu du chronogramme de la transition. Le président de la transition de Guinée, Mamadi Doumbouya, arrive au Mali à la veille de la fête de l'indépendance de ce voisin, également dirigé par des militaires, mais aussi d'un rendez-vous diplomatique lourd d'enjeux pour les deux pays. Je suis à Bamako à côté de mon frère, le président Simi, pour bien sûr fêter l'indépendance du Mali et accompagner le peuple malien, qui est un peuple frère. Et nous savons bien sûr la Guinée et le Mali, on le dise, c'est un poumon ou deux même dans un même corps. Donc pour moi, il est important d'être à Bamako pour fêter l'indépendance du Mali avec nos frères maliens. Le docteur Kyobe Henry Bossa, du ministère ougandais de la Santé, prend la parole lors d'une conférence de presse virtuelle de l'OMS sur Ebola. Il confirme le nombre de cas dans le pays, ajoutant qu'une grande partie de l'infrastructure utilisée pour la Covid-19 sera rapidement réutilisée pour le virus Ebola. Cette émergence se produit juste à la fin de la pandémie de Covid-19 et que nous pensons avoir réussi à gérer. Et une grande partie de l'infrastructure que nous avons utilisée pour la Covid-19 sera rapidement réutilisée pour le virus Ebola. Nous avons une capacité considérable grâce aux avant-postes dans le pays, à la détection et à la capacité de galvaniser le soutien et l'intervention de la communauté. Nous pensons donc qu'en utilisant ce que nous avons fait auparavant, nous devrions être en mesure de mettre en place une réponse appropriée à cette épidémie actuelle. Depuis 10 ans, les 9 survivants du bateau Cercueil qui a coûté la vie à 63 migrants au large de la Libye réclament justice, estimant avoir été abandonnés par les marines militaires occidentales. Ça fait plus de 10 ans que ça traîne et ça fait 10 ans que les survivants se battent pour avoir la vérité, que des associations, des avocats, des collectifs se mobilisent pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé, pourquoi on a des femmes, des bébés, des hommes qui sont morts alors que la Méditerranée était pleine de bateaux de surveillance et de bateaux militaires. La
La star hollywoodienne Angelina Jolie estime que les inondations dévastatrices au Pakistan devraient servir de signal d'alarme pour le monde sur les conséquences du réchauffement climatique et réclamer plus d'aide après avoir rendu visite à des victimes. Aujourd'hui, nous constatons que ce sont les pays qui causent le moins de dommages à l'environnement qui sont maintenant les plus touchés par le désastre, la douleur et la mort. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour pousser la communauté internationale à en faire plus. J'ai l'impression qu'on dit ça souvent. Nous parlons d'appel à l'aide, de secours et de soutien, mais il s'agit de quelque chose de très, très différent. La procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, a annoncé réclamer 250 millions de dollars dans le cadre de poursuites contre Donald Trump et plusieurs de ses enfants pour fraude fiscale. La criminalité financière en col blanc n'est pas un crime sans victime. Lorsque les personnes bien placées enfreignent la loi pour gagner plus d'argent qu'elles n'y ont droit, cela réduit les ressources disponibles pour les travailleurs et les gens ordinaires, les petites entreprises et tous les contribuables. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.